va se présenter rapidement ceux qui vont intervenir. Donc moi je suis Camille, je suis la VP Pédalas 1. On s'est vu à toutes les pré-rentrées du monde. Donc voilà, c'est moi qui gère cette année, qui vous gère un petit peu cette année. Ensuite, juste là, vous avez... Bonjour, moi c'est Antoine et je suis le responsable matière en LAS 1, anatomie et physio. Et là vous allez avoir le tuteur qui va faire les ENT ce soir. Moi c'est Martin et je suis tuteur. Et j'ai pas fait LAS, j'ai fait PASS. Voilà. On sait pas trop pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis là. On sait pas tous pourquoi il est là, mais il est venu nous aider. Du coup, si vous avez des questions, que ce soit en présentiel ou en distanciel, vous n'hésitez pas à lever la main, à nous interrompre. Pareil en distanciel, n'hésitez pas à prendre la parole ou à commenter dans le chat et tout. Si certains vont mettre leur caméra, c'est plus agréable pour nous aussi de voir vos têtes. Et voilà, on va commencer. N'hésitez pas à nous arrêter. Donc on va commencer avec le premier cours que vous avez en anatomie, à savoir donc les bases de la connaissance anatomique. Donc, tout d'abord, la position conventionnelle, c'est hyper important de l'avoir en tête, juste pour comprendre où est-ce que chaque os, où est-ce que chaque partie du corps se place. Donc, en vrai, vous pouvez toujours utiliser quelqu'un chez vous pour pouvoir repérer les différentes parties du corps. Donc, la position conventionnelle, vous êtes juste comme ça, vous avez les paumes en face comme ça, vous avez les pieds qui sont joints, donc c'est un sujet qui est debout, de face, les mains sont orientées donc vers l'avant, comme je vous l'ai dit, donc on voit bien les paumes de la main. Et le regard est fixe, on a un regard qui est sur l'horizon afin que la tête soit bien droite, on n'a pas le cou qui est baissé ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la position anatomique conventionnelle de référence. Notamment quand vous avez des clichés, par exemple du thorax sur une radio, vous allez avoir le sujet qui est comme ça, il est debout devant vous, vous avez de face la radio, vous pouvez voir notamment les poumons. C'est un exemple comme ça. Ensuite, je vais avoir besoin de vous, que ce soit en distanciel ou en présentiel, si vous pouvez participer. Ceux qui étaient à la pré-rentrée, on a déjà vite fait vu ça. Du coup, les plans et les divisions du corps. Le plan sagittal... Mais est-ce que je peux lui avoir le diapo, s'il te plaît? De voir ce qu'elle attend. Ok. Ok, le plan sagittal médian, qu'est-ce qui vous évoque? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous un plan sagittal médian? On va déjà prendre sagittal et ensuite médian. Est-ce que ça évoque un truc chez vous ou pas? Allez-y, vas-y. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, le plan sagittal, pour ceux qui étaient à la pré-rentrée ou pas, vous pouvez imaginer du coup comme le sagittaire qui tire une flèche, bam, d'un coup, et ça vous coupe en deux comme ça. Et c'est médian, c'est au milieu. Est-ce que ça va d'un coup ou... Ouais. Ok, ensuite, le plan frontal. Plan frontal, est-ce que quelqu'un sait ou pas un peu? Vas-y. Il coupe le corps avec une partie antérieure et une partie postérieure. Exactement. En gros, tu prends le front, bam, il est comme ça coupe comme ça, tout simplement. Et du coup, le plan horizontal ou transversal, c'est... On coupe comme ça, c'est ça. Un peu en saucisson, donc c'est les coupes de scanner que vous verrez au fur et à mesure de vos études. Ok, donc nickel, vous avez tout dit. En vrai, ce petit schéma-là, je vous l'avais déjà mis, il est hyper cool. Comme ça, vous pouvez tout voir et repérer les différents plans. Donc bon, on va pas revenir particulièrement dessus, ce que l'avait déjà dit. Juste le plan coronal, parce que c'est un truc que les profs aiment bien utiliser, que c'est important d'avoir dans la tête. Donc c'est un plan frontal qui passe par le sommet du crâne. Voilà, coronal, c'est le sommet du crâne, et caudal, c'est en bas. Coronal en haut. Oui, dernière. Ah bah voilà. C'est tombé l'année dernière. Donc, un truc à savoir. Coronal, c'est bien au niveau du crâne, et caudal, on est toujours en bas. C'est des termes que les profs utilisent dans leurs différents cours, donc c'est important de les avoir. Ok, donc ça, c'est encore une autre image pour vous, pour bien comprendre. Tout ce qui est antérieur, postérieur, tout ce qui est supérieur, inférieur. Donc ça, on l'a déjà dit, c'est pareil. Souvent, les os, par exemple, on va vous décrire l'humérus. Vous avez de la partie donc proximale, qui est au plus haut, et la partie distale qui est au plus bas. Pareil, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est hyper facile de faire des pièges dessus. Donc proximal, distal, bien à avoir. Même moi, là, j'ai eu un examen d'anatomie. J'ai galéré pour proximal et distal sur la clavicule. Donc ça, si vous voulez, vaut mieux l'acquérir maintenant en LAS 1, et comme ça, c'est fait pour le reste. Pareil, tout ce qui est médial, latéral, je me rapproche plutôt du milieu, latéral, je m'écarte. Voilà, globalement, en vrai, ce petit schéma, il est pas mal pour vous si vous voulez l'imprimer, comme ça, vous retombez juste dessus, et à force, vous imprimez les choses dans votre tête. Donc, voilà. Ensuite, quelques plans et axes de référence. L'axe du corps est formé par l'intersection entre deux plans. Est-ce que vous savez lesquels sont ces deux plans? Ouais, vas-y. Ah non. Enfin, au pire, je te trompe et... Non, je pensais que l'axe de la main, c'est le troisième pas et Ah oui, ok. Alors, c'est pas exactement ça qui... Enfin, on va y revenir après, mais du coup, tu l'as pour celui d'après, c'est tout bon. Vas-y, devant. Sagittal médian et frontal.
Ouais, donc du coup, sagittal médian, il passe par où? Comme ça, on se fait un petit rappel d'un coup. Le sagittal médian, il me coupe comment? Ouais, nickel, comme ça. Et tu m'as dit frontal, il coupe. Exactement. Est-ce que ça passe? Non, c'est directement. Ouais, ok, c'est directement. L'axe de la main, il passe par quel doigt du coup? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est le. Nickel. Et l'axe du pied, il passe par quel orteil? Mais c'est presque. Ouais, ça serait presque énervant tellement vous le savez, genre. Donc, bah pareil. Là, vous avez des petites radios hyper cool de la main et du pied. En vrai, c'est tout qu'on retient assez facilement. Je sais pas pourquoi, mais moi, c'est un truc que j'ai retenu le troisième doigt, alors qu'en soi, bon. On me l'a pas beaucoup redemandé en P2 et en D1 en stage, quoi. Mais retenez-le, on ne sait jamais. Ah, le rachis. Vous dites rachis ou rachis? Rachis. Personne ne dit rachis ici? Bah, juste pour ça, je vais continuer à dire rachis. Ok, donc la colonne vertébrale elle est constituée de combien de vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires? Et ensuite, on complétera la suite. Ouais. 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires. Ouais. Et le sacrum, il est formé par combien? Ouais, ok, royal. Et à la fin, on a notre petit coccyx. Donc là, vous avez le schéma juste ici. Vous avez tout qui est bien mis. Donc là par exemple, sur ici, là, je le vois comment, ma colonne? Si je voudrais, par exemple, décrire sur un plan. Là, ma colonne vertébrale, je la vois sur un plan qui est comment? Ok, nickel. Et du coup, ici, donc pour ceux sur la visio, on est là. Et là, du coup, je le vois comment? On est de profil. Sagittal, voilà, royal, parfait. Donc ça, c'est souvent de profil et de face, notamment en radio. Souvent, c'est ce qu'on demande aux équipes, aux radiologues de faire. Toujours une image de face et une image de profil pour bien voir toutes les particularités qu'il peut y avoir au niveau des os et autres. Donc ça, parfait. Sans visio, c'est toujours bon. Ouais. Ok, ensuite, ça c'est important. Quelles sont les 3 courbures qui sont présentes au niveau du rachis, sachant que c'est des courbures qu'on voit au niveau sagittal, sur un plan sagittal. Ok? C'est comme vous l'avez vu sur la slide juste avant, d'un point de vue frontal, on est rectiligne. Ok? Mais en sagittal, on a des courbures. Est-ce que vous les connaissez ou pas? Même si en visio, si vous voulez participer dans le chat, n'hésitez pas. Mhm. Ok, parfait. Syphos, lordose, ouais, c'est ça, Yanis. Hop, ça, ok, parfait. Donc lordose cervicale, syphos thoracique et lordose lombaire. C'est facile pour lordose lombaire, il y a 2 fois L. Et moi, je retenais qu'il y avait 2 fois lordose. Enfin, en fait, je sais pas, vous imaginez quelqu'un et vous voyez bien que là, il n'y a pas genre une bosse, vous voyez. Du coup, voilà, enfin, moi, je retenais comme ça, un peu nulos, mais au moins, je retiens. Ça, hyper important. En P2, en D1, enfin bon, pour ceux qui font médecine, même les autres, hyper important. Ça tombe hyper souvent. Les trucs comme ça, ils adorent. Et c'est bien sur un plan qui est sagittal. Ok, on fait bien attention, c'est pas sur un plan frontal. Quand vous voyez encore comme ça, elle fait pas comme ça, genre votre colonne vertébrale. Elle est rectiligne. Pareil, du coup, concave et convexe. On rappelle concave, cave dedans, donc ça fait un creux. Convexe, on est sur une bosse. Ok, donc là, on le voit bien avec le rachis en point de vue sur un plan sagittal. Donc on a en gros 2 bosses, donc ça fait une bosse. Pas du tout, une cave, une bosse, une bosse. Une cave, waouh, une cave, une bosse, une cave. Ok, donc là, donc la tutrice qui nous a fait ça, elle a repris tout le concave, convexe qu'on a déjà repris à la pré-rentrée. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Ouais, ça c'est ce qu'on avait bien expliqué aussi à la pré-rentrée. Là, par exemple, je suis convexe. Ici, là, j'ai bien une bosse. Est-ce qu'il me voit là? Je suis convexe, donc je suis bien en train de faire une bosse. Je suis convexe vers... Ouais, du coup, pour vous, enfin bon, pardon, on va dire l'arrière. Et du coup, là, je vais être concave vers l'avant. En fait, ce qui est convexe en arrière va être concave en avant et inversement. Si j'ai une bosse, de l'autre côté, j'ai un creux, quoi. Ok? Donc ça, hyper important, parce que ça peut être dans un item, par exemple. C'est assez facile de faire des petits pièges dessus. Donc c'est pour ça que c'est important de bien visualiser en anatomie. À partir du moment où vous savez comment est fait l'os, vous pouvez savoir si du coup il est convexe ou concave. Ok. Donc ça, bien à savoir. Bon voilà, de toute façon, convexe, concave, on commence à savoir. Donc là, elle a repris la clavicule. Donc bien le convexe en avant. Donc là, si je suis convexe là en avant, ici du coup j'ai un creux, donc je suis concave. Et là je suis concave en avant, et donc ici je vais être convexe. La clavicule, en vrai, c'est pas mal pour voir le concave et le convexe. Donc, n'hésitez pas à bien la regarder sur des
Des logiciels d'anatomie dont je vous avais parlé là, si vous pouvez accéder avec la BU, là, où seulement vous le payez pas. J'ai pas trouvé moi Atlas sur la BU. T'as pas trouvé? Je ferai un petit tuto après. Je ferai un petit tuto. Vous Ok. pouvez regarder sur vous aussi. Hein, si Oui, vous en plus la sentez mal, clavicule, trop pratique. Ouais. Comme on s'était dit samedi dernier pour ceux qui étaient là, la clavicule c'est trop pratique. Du coup, petit QCM, puisqu'on ne cesse de s'entraîner. Du coup, bon, en vrai, je vous laisse lire, et puis quand vous êtes chaud, vous nous donnez un peu les réponses. Pareil, en distanciel, n'hésitez pas à mettre les réponses soit à l'oral, soit dans le chat. Comme ça, après, bon, on discute tous ensemble. Attends, je vais quand même... Ouais, merci. Quand même juste vérifier qu'il n'y ait pas des gens... Voilà. De ce type. J'espère que ça va pas trop spoiler. C'est bon? Ouais, parfait. En distanciel, c'est bon, vous avez un peu pu réfléchir aux différentes propositions. S'il y en a qui veulent proposer, même dans le chat, ça serait top. Sinon, bah, juste on avance. Ok, là, il y a un ACDE qui est proposé. Ok, bon, du coup, là, le diaphragme est un muscle respiratoire qui sépare le thorax de l'abdomen. Vrai, parfait. Le sternum est un os situé à l'arrière du thorax et sert de point d'attache aux côtes. Faux, pourquoi? Tout à fait. Ton sternum, il est genre là. Donc bon, il est pas trop à l'arrière. Donc la B était bien fausse. Yanis, c'est ACD. Ouh. Donc on va tendu pour la E du coup. La plèvre est une séreuse constituée de deux feuillets pariétales et viscérales qui permettent le glissement des poumons contre la paroi thoracique. C'est... Je sais pas. Pourquoi t'es pas sûr? Bah, ils glissent pas vers le droit. Et si? Et si? Justement, ça permet ça en fait. Puis du coup, t'as la cavité pleurale qui permet justement ce glissement-là. Donc si, c'était bien vrai. Ensuite, la D. Le médiastin est situé entre les deux poumons. Yes, c'est vrai. Et ensuite, du coup, la E qui fait un peu débat dans le chat. La séparation entre le pelvis et l'abdomen est anatomique. Vous savez ou pas? Faux. Waouh, banger, c'était ça. Exactement. Yanis aussi, c'était bien ça du coup. Si, c'est ça, elle est bien virtuelle. Je pense que c'est bon. Ok, parfait. Je les réponds juste là. Tac, tac, tac. Donc là, c'était bien en avant et virtuel. Donc vous avez bien raison, c'était ACD ici. Ensuite, on continue. Bon, cette fois-ci, on va les faire directement tous ensemble. L'anatomie descriptive étudie la forme, la taille, la constitution et la configuration interne des organes. Qui dit vrai, qui dit faux? Sans distanciel, vous en pensez quoi? En vrai, ça le fait, non? Je suis un peu d'accord avec vous, ça le fait de ouf. Donc la A, c'est bon, l'anatomie descriptive, c'est bien ça. Ensuite, l'anatomie régionale s'intéresse uniquement aux os et à leur disposition dans le squelette. Ouais, mais déjà, il y a le uniquement. Le uniquement, tu te dis qu'il y a un peu un truc, quoi. Donc c'est bien faux. Est-ce que vous savez pourquoi ou pas? Vous savez... Vas-y, allez-y, comme... C'est pas l'organisation des organes, enfin des os entre eux, dans une même région anatomique. Ouais, il y a tout ce truc-là, différents organes. Tu voulais dire après pareil? Ouais, c'est ça. Bah, bon, je vous mettrai la correction après. Mais en gros, oui, avec le pas uniquement, il manque des petits trucs. De toute façon, dès qu'il y a un uniquement, ça sonne pas trop bon. Ensuite, l'unité morphologique, structurale et fonctionnelle du corps humain est la cellule. Ouais. Ensuite, un appareil est un ensemble de tissus organisés pour accomplir une fonction spécifique. Faux. C'est pourquoi? C'est ça, voilà, c'est les organes, c'est bien ça. Et pour finir, la vie végétative est contrôlée volontairement par le système nerveux cérébro-spinal. Ok, pourquoi? Trop beau, bah voilà. Du coup, c'était bien ça par rapport à ce que tu disais, anatomie donc régionale. Donc, c'est les rapports entre les différents organes d'une même région, comme tu le disais, anatomique, ainsi que leur projection sur le squelette et l'enveloppe corporelle. Et ensuite, donc à la fin, comme vous l'avez bien dit, c'est contrôlé par le système nerveux autonome.
Là, ils sont toujours bons. On continue. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou pas en distanciel ou même en présentiel sur les bases? C'est un petit cours qui est simple, mais si ça on le connaît pas, pour la suite c'est un peu galère. Donc c'est quand même bien à comprendre. Ma foi. Bah vas-y. Top. Et les questions, elles sont là. Là t'as le chat, ouais. Ok, top. Tu passes au diapo juste ici en cliquant là. Et si tu veux t'avancer pour voir ce qui va arriver après, t'as celui d'Antoine. Au top. Voilà. Ah ouais, Oui. sur les QCM du TAM, pour base de la connaissance, on parle des os de la face, la mandibule et tout. Alors qu'on n'y a pas dans la vidéo ça. Ah, ok, c'est peut-être le cours de passe alors. Ouais, non, ça c'est des QCM de passe qui ont été mis pour les LAS. Ouais, Mais je pense. faut pas en tenir compte. Enfin, pour vous c'est hors programme, donc il n'y a pas besoin. Vous pouvez toujours le retenir parce que c'est toujours ça en plus, mais c'est pas essentiel et ça tombera pas le jour du concours. Ok, bon, bah du coup je vais faire la partie appareil circulatoire et appareil respiratoire. Est-ce que vous avez déjà vu ces cours un peu? C'est bon, vous maîtrisez? Voilà, on va voir ça. Ok, bon, moi j'ai fait que des QCM et on essaye de faire un peu interactif. Si vous vous trompez, c'est vraiment pas grave, hein. Donc voilà, l'appareil circulatoire se compose de différentes propositions et vous me dites lesquelles sont vraies. Et dans le chat, vous pouvez mettre aussi les réponses. C'est à peu près bon? Vous avez des idées? Ok. Alors, il se compose de l'aorte qui ramène le sang vers le cœur. Est-ce que pour vous c'est vrai? C'est faux. Pourquoi? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, c'était faux. Des veines caves qui ramènent le sang vers le cœur. Là, c'est vrai. Ouais. Des artères pulmonaires qui ramènent le sang vers le cœur. Ok. Des veines pulmonaires qui ramènent le sang vers le cœur. Et la E. Ok, top. Bon, bah, vous avez bien compris ça. Et dans le chat, ils avaient juste aussi. C'est important de bien comprendre que l'artère, c'est pas forcément ce qui transporte du sang oxygéné. La définition de l'artère, c'est qu'il part du cœur, et c'est tout. Donc si vous avez artère, vous savez que ça part du cœur, et si vous avez veine, c'est l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est hyper important à comprendre, et c'est hyper facile de faire des pièges en disant que l'artère pulmonaire, je sais pas, elle transporte du sang oxygéné ou un truc du style. Donc, donc si vous avez tout juste, c'est top. Voilà. Alors, le cœur est un muscle strié médiastinal. Est-ce que pour vous c'est vrai? Non? Vous dites quoi? Vrai? Et vous? Non? Ok, pourquoi? C'est pas une question piège, hein, c'est... Je pense que c'est 10. Non. Alors, ça c'est... En fait, il y a 3 types de muscles. Il y a le muscle strié squelettique, qu'on contrôle avec la pensée. Il y a le muscle lisse, qu'on contrôle pas. Et le cœur, c'est un peu une exception, parce qu'il est strié, mais on peut pas le contrôler. Donc ça, c'est un truc important à comprendre. Strié et lisse, c'est pas lié directement au fait qu'on le contrôle ou pas, c'est uniquement la forme des cellules. Et donc c'est bien un muscle strié médiastinal qui est dans le médiastin, bon ça, vous savez. Le cœur est composé de 3 couches musculaires. Mais t'es vrai? Faux, pourquoi? Ouais, c'est ça. Bon là, c'était un petit piège. Il y a bien une couche musculaire, qui est le myocarde, mais il y a le péricarde et il y a l'endocarde, et ça, c'est pas des muscles. L'endocarde, c'est la surface du cœur qui est en contact avec le sang. Et le péricarde, c'est un feuillet, c'est une séreuse comme le péritoine ou comme la plèvre. Et ça, c'est pas un muscle non plus. Voilà. Donc, petit piège, faut pas tomber dedans. Le cœur possède un apex qui est orienté en bas, en avant et à gauche. Vous avez une idée? Vrai? Vous dites vrai aussi? Je sais pas en avant ou pas. Tu sais pas comment répondre à cette question? Non, je sais pas s'il y a en avant ou pas. Eh ben, c'était vrai. Et je vous ai mis des photos et tout pour que vous puissiez bien voir. Donc oui, c'est bien vrai. Ce genre d'item,
Ça sert à rien d'apprendre par cœur ce qui est écrit dans le cours, il faut le visualiser. Et si vous le visualisez, vous aurez vrai tout le temps, alors que si vous apprenez par cœur, vous risquez plus de faire des fautes. Donc voilà, ça c'est important de comprendre. Le cœur, il est bien vers l'avant, il est vers la gauche, il est au milieu, mais il est orienté vers la gauche, et il est orienté vers le bas. Dans le cours, ou en tout cas, en fait, ils disent qu'il a une forme de pyramide, peut-être que c'est dans votre cours aussi. Et voilà, donc c'est vraiment une pyramide avec un apex qui est dirigé vers le bas. Et si, imaginons que l'item ce soit, il possède un grand axe qui est orienté en bas, en avant et à gauche, c'est exactement la même chose que si je dis qu'il est orienté en arrière, en haut et vers la droite. Est-ce que pour vous c'est clair ça ou pas? Je t'ai perdu. En fait, bon là, l'apex c'est comme une flèche, donc il n'y a que ça qui peut être vrai, mais un grand axe c'est juste une ligne. Et donc si on inverse tous les mots, ça reste vrai. Ça pareil, c'est un truc important à comprendre. Je ne sais pas si ça peut tomber en QCM, mais c'est important. Le cœur possède une face postérieure en contact avec le poumon gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de piège, hein, c'est vraiment... pensez que c'est vrai, pensez que c'est faux. Toi tu dis vrai, toi tu dis faux? Faux, tous les deux? Et vous? Moi je dirais faux. Faux, ok. Et toi? Ouais. Bon, c'était vrai. C'est pas grave, hein. Je vous ai mis plein de photos pour que vous puissiez bien visualiser. Le cœur, il est vu qu'il est orienté vers la gauche, sa face postérieure, qui est également sa face gauche, elle est vraiment vers l'arrière, et elle est accolée au poumon. Donc vous le verrez sur les schémas après. Et le cœur se contracte plus intensément à droite. C'est faux. Bon, ça, si vous avez bien compris que le ventricule gauche, il envoie le sang vers le corps, vous comprenez qu'il a besoin d'être plus puissant. Yanis, pour la E, c'est l'inverse. Alors, ça, quand j'ai fait le QCM, j'ai vu votre cours et il y a une erreur, je pense. Parce que c'est sûr à 100% qu'il se contracte plus intensément à gauche et je crois avoir lu que c'était à droite. Le cœur, il se contracte plus intensément à gauche parce qu'il doit envoyer le sang dans l'aorte. Et du coup, pour envoyer le sang dans l'aorte, le but c'est de l'envoyer partout dans l'organisme. C'est pour ça qu'il se contracte plus intensément à gauche. C'est clair? En tout cas, c'est impossible que le prof il vous fasse un item et il vous dit vrai alors que c'est à gauche. Bon. Hop. Donc, c'est les réponses. Et donc, là, je vous ai mis des schémas qui, je trouve, sont très très bien. Donc, là, vous avez plusieurs incidences pour voir le cœur. Tout à gauche, vous avez le cœur vu de face, la vue du haut vue de derrière et la vue du haut. Vous voyez bien qu'il est vers l'avant quand même. Hein. C'est pas un tube. Voilà. Est-ce que tous les items sont clairs là pour l'instant? Si, regarde, si tu regardes d'en haut, le poumon il est là. Ah oui, en fait on a l'impression qu'il n'y a que la partie rose, mais toute la partie en transparence là c'est aussi le poumon. C'est juste que c'est le lobe supérieur. Donc tu vois bien que cette partie-là, elle est en contact avec le poumon. C'est clair? Au top. Et ça c'est le dernier QCM pour ce cours. Alors, le sang circule via les artères subclavières pour perfuser le cerveau. C'est vrai, c'est faux? Vous dites que c'est faux, plutôt vous? Ok. Faux ici? Vrai? Ok. Bon, c'était faux. C'était faux. C'est les artères carotides internes. Mais donc les artères carotides communes, ce serait vrai aussi. Les artères subclavières, c'est les artères qui vont partir dans les bras. Voilà. Donc il ne faut pas confondre. Voilà, donc c'était faux. C'était plus pour voir si vous avez bien appris cette partie. Alors, le sang circule via les veines pulmonaires, pour perfuser le cœur. Toi, tu dis que c'est faux? Vous dites quoi? Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc important.
Perfusé, ça veut dire qui nourrit l'organe en question avec du dioxygène. Les veines pulmonaires, elles ne servent pas à maintenir le cœur en vie. C'est les artères coronaires, c'est elles qui vont se boucher si vous faites un infarctus, malheureusement. Et les veines pulmonaires, c'est celles qui vont revenir dans l'atrium gauche pour repartir ensuite dans le corps. C'est clair ? Top. Le sang circule via le système porte pour drainer le sang veineux à travers le foie. Vous savez pas ? Drainer, c'est exactement l'inverse de perfuser. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez bien vu cette partie dans le cours ? Quand même que je fasse pas un truc complètement hors poli. Donc, pour le C. Ouais. Bon, oui, c'est ça. Le système porte, c'est déjà porte. Bon, là, ça désigne un endroit spécifiquement, mais de manière générale, un système porte, c'est un endroit où il y a deux possibilités pour les vaisseaux de passer. Donc, en l'occurrence, le système porte, ça suppléante la veine cave. Est-ce que c'est clair pour vous ? Donc, il y a la veine cave qui va drainer le sang des membres inférieurs, et il y a le système porte qui va drainer le sang de l'appareil digestif, qui va passer à travers le foie pour nettoyer un peu le sang, et ensuite il repart dans la veine cave inférieure. Il y a différents systèmes porte. Alors, quand on parle du système porte, on parle de celui-là. Maintenant, parfois on va dire ces deux veines-là sont portes, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles servent à la même chose. Mais c'est juste qu'il y en a deux pour passer à deux endroits différents. Pour que s'il y en a une qui se bouche, l'organe ne soit pas complètement vidé. Voilà. N'hésitez pas à participer dans le chat. Alors, le sang circule via la grande circulation pour perfuser les poumons. C'est faux. Ok. Et la E ? Bon, là j'ai fait un piège. C'était l'inverse. Ça, c'est une notion qui est un peu complexe et qui n'est pas évidente au premier abord. Ouais, c'est ça, c'est l'inverse. La grande circulation, pour vous, elle sert à quoi ? Elle nourrit les tissus. Ouais. Et les poumons, c'est un organe. Donc la grande circulation perfuse les poumons. Il faut bien comprendre que perfuser, c'est alimenter en nutriments, en dioxygène. Les poumons, ils ne vont pas survivre, entre guillemets, grâce à la petite circulation. Ils vont être alimentés en sang grâce à la grande circulation, comme le reste des organes. Et la petite circulation, elle va passer par les poumons pour recharger le sang en dioxygène, mais ce n'est pas elle qui va alimenter les poumons. D'ailleurs, ça ne servira à rien, parce que dans la petite circulation, le sang il est pauvre en oxygène. Donc voilà, ça c'est un piège qui n'est pas sympa. Je suis pas sûr que le prof il puisse vous faire un QCM comme ça, mais si vous avez compris ça, ce sera beaucoup plus clair déjà pour comprendre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? C'était clair ? Ouais. Bon, si vous avez des questions, à la fin, vous pourrez revenir me voir. Voilà, donc là je vous ai remis la circulation systémique, elle perfuse l'ensemble de l'organisme, et donc les poumons en font partie. La circulation pulmonaire, c'est uniquement réoxygéner le sang. Hop. Donc là on passe sur l'appareil respiratoire. Ça va, ce cours ici, c'est bon ? Vous maîtrisez ? Moi, que je fasse pas des trucs trop durs. Alors, la ventilation et l'addition de la respiration et de l'hématose. Faux. Pourquoi ? C'est la respiration qui est Ouais, c'est ça. Bon, là, j'ai fait un piège un peu simple peut-être, mais c'est inversé. Donc, la respiration, c'est la ventilation. Ventilation, c'est l'action juste d'inspirer, d'expirer. Et l'hématose, il ne faut pas confondre avec l'hémostase. Des fois, les gens font des pièges, mais l'hémostase, c'est la coagulation du sang. Et l'hématose, c'est le fait qu'il se recharge en dioxygène. Donc voilà, bon, vous avez tous trouvé. La ventilation se fait en partie par le nasopharynx, qui est un carrefour aérodigestif. C'est faux ? Faux ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est l'oropharynx. Ouais, c'est ça. C'est ça, bah,
Alors c'est un piège. Là, il faut réfléchir avec de la logique, mais vous mangez pas par le nez. Du coup, c'est pas un carrefour digestif du tout. En revanche, c'est bien une voie aérienne. Mais donc voilà, c'est l'oropharynx qui est spécifiquement un carrefour aérodigestif. Mais si vous avez trouvé, c'est top. La ventilation se fait par le larynx qui est composé de 5 cartilages. C'est vrai? C'est vrai. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Est-ce que vous les connaissez? Il y a le cartilage thyroïde qui est le plus gros, celui qu'on peut sentir quand on touche. Il y a le cartilage cricoïde qui fait tout le tour de la trachée et qui est juste en dessous. Il y a les cartilages aryténoïdes qui sont au-dessus du cartilage cricoïde. Et il y a des cartilages cunéiformes, je crois, qui sont juste au-dessus. Je ne sais pas si vous devez les apprendre, mais en tout cas. L'épiglottique. Tu penses que. Ah, peut-être que c'est ça. Alors, ils vous comptent pas les cunéiformes, mais du coup, oui. Oui. C'est épiglottique. Euh, Oui, t'as raison, parce que sinon ça ferait 6. C'est pas dans le pied, Oui, il y a les os cunéiformes, mais il y a aussi les cartilages. Mais du coup, t'as raison, j'ai dit une bêtise. Vous avez dit cricoïde autour de la trachée. Oui, Dans le larynx, c'est déjà la trachée ou ça commence en dessous? t'as raison, j'ai dit une bêtise, c'est autour du larynx, et la trachée, c'est juste en dessous. Ok, donc la trachée, elle commence. Enfin, le larynx, c'est pas la trachée. Oui, mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La trachée, c'est là où il y a les petits anneaux qui font pas tout le tour. Mais donc, t'as tout à fait raison. La ventilation comprend un mécanisme d'humidification de l'air au niveau de la muqueuse nasale. Vrai? Voilà, donc ça c'est pareil, c'est important. Si vous respirez par la bouche, vous réchauffez pas l'air que vous respirez. Et donc ça peut être un peu dangereux pour vos poumons si l'air est trop froid. C'est pour ça qu'il faut respirer par le nez. Donc vous avez raison. Et la ventilation est initiée par l'action du nerf phrénique. C'est vrai. C'est vrai, le nerf phrénique, c'est le nerf qui innerve le diaphragme. Et le diaphragme, c'est le muscle inspiratoire principal. Et les autres, ils sont utilisés uniquement si vous devez forcer pour respirer. Ouais, Yanis, c'est exactement ça. Hein. C'est le nerf phrénique, c'est le nerf du diaphragme. Et il y en a 2 d'ailleurs, un de chaque côté. Donc voilà. Au top. Et donc là, vous voyez sur le schéma, il y a 2 nerfs phréniques, un de chaque côté. Hop. Deuxième QCM, les voies aériennes inférieures comprennent une bronche souche gauche horizontale. Vrai? Toi tu dis vrai? Ok. Et vous? Vrai aussi? C'est vrai. Pardon, tu voulais dire? J'ai bugué, j'ai cru que c'était une branche terminale. Non. Bah alors, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que la bronche souche, elle est bien horizontale. Les voies aériennes inférieures comprennent le poumon gauche qui est divisé en 2 lobes par la scissure horizontale. Je vous fais des items un peu durs, mais comme ça, vous vérifiez que vous avez bien compris l'anatomie. Prenez un peu de temps pour réfléchir si vous avez besoin. J'ai un doute sur la scission. Ah bah oui. Je connais les lobes, mais. Bah écoute, Je connais le au nom. moins tu les connaîtras maintenant. Ouais. Dans le cours, il y a écrit fissure horizontale et scissure oblique. Mais c'est la même chose, une fissure et une scissure? Je suis pas. Ça, c'est pour le droit. Le droit, c'est Le droit, il est en droit, droit. le gauche, c'est en gauche. Et le 2 en gauche. Et du coup, Ouais. le 2 en gauche. Les deux, c'est sûr. Attends, C'est du coup, sûr. bah, du coup, Ouais, je pense pas que ça existe, fissure. Non, les deux, c'est si sûr. C'est pas. Ah ouais. Ouais, non, c'est une faute. C'est peut-être une faute de Ça frappe. doit être alors. une faute. Je sais qu'ils se trompent, hein, ils disent fissure horizontale et scissure oblique en bas. Non, Je sais qu'il y avait une différence. Non. non, c'est vraiment sur les deux trucs, c'est pareil. Ce qui est sûr, c'est que les deux, c'est le même terme. Ouais. Et j'ai jamais entendu fissure. Ah si, c'est mais dans le schéma, il y a écrit fissure, entre parenthèses, scissure. Je pense que. Non, sur le schéma Sur carrément le schéma. Dans le texte, c'est écrit fissure oblique et Ah, ok. scissure horizontale. Bah Dans écoutez, le schéma, il y a les deux. cochez vrai les deux alors. Tu renvoies ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la même chose. Mais en tout cas, si le fond tombé, ça risque d'être plus scissure que fissure. Moi, Je pense aussi. penserais plus là-dessus. Voilà. Alors, donc, la réponse au final. Je pense que c'est vrai. C'est faux. Et C'est pas les oblique. voies aériennes. Ouais, c'est oblique. La deuxième, elle est oblique et horizontale.
Ouais, c'est ça. En gros, les scissures qui vont diviser le lobe enfin, les lobes en deux, c'est oblique. Et juste sur le poumon droit, et du coup, je vous donne la réponse, il y a une scissure horizontale en plus. Bon, c'est un piège, vraiment, il faut apprendre par cœur. Je suis désolé, mais au moins vous le savez, et comme ça vous ne ferez plus l'erreur. Les voies aériennes inférieures comprennent une innervation vagale bronchodilatatrice. Item pas facile, réfléchissez avant de répondre. Bah, du coup, j'ai répondu à l'oral à la C. La C est juste. Ouais, la C est juste. C'est faux. Et pourquoi? C'est l'assistance sympathique. Ouais, bien joué. Et bah, c'est exactement ça. Est-ce que vous êtes à l'aise avec sympathique, parasympathique? Parce que de toute façon, le prochain Ce sera sur FT, ça. ce sera sur ça. Voilà. Venez nombreux. Ouais, venez nombreux. Et donc c'était faux, bien sûr. L'innervation vagale, c'est exactement la même chose que l'innervation parasympathique. Et il faut que vous ayez le réflexe de vous dire sympathique, parasympathique. Sympathique, c'est quand on se fait agresser par un ours. Voilà. Donc de quoi vous avez besoin quand vous faites agresser par un ours? C'est pas que votre trachée elle devienne toute petite pour moins respirer. Vous avez besoin qu'elle devienne plus grosse, comme ça vous pouvez bien respirer et courir très très vite pour fuir. Et du coup, c'est une innervation qui est sympathique, qui va dilater les bronches. Je vous ai perdu ou c'est clair? C'est compliqué? Non, c'est bon. C'est bon? Ok, top. Ok. Les voies aériennes inférieures comprennent les poumons entourés d'une cavité pleurale réelle. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'elle est virtuelle. Ouais. Vous êtes à l'aise avec la notion de virtuel et réel? Ouais. Juste dans le QCM, il y a un truc qui m'avait fait bugger un peu. Mhm. Donc, je sais pas si c'est moi ou si c'est mes potes. Mais je sais plus sur quoi c'était. La séparation entre l'abdomen et le pelvis, elle est virtuelle, d'accord? Oui. Et entre le cou et le thorax, elle est réelle. Je suis pas sûr. Il faut que je vérifie. Parce que Bah écoute, si tu peux vérifier, je veux bien savoir. Parce que pour moi, il n'y a pas de vraie séparation entre le cou et le thorax. Non, elle est vraie. Ah non, non, je crois que c'était pour les poumons. Il y a écrit normalement virtuel. Oui, J'ai bugué parce que c'était normalement virtuel. c'est normalement virtuel. Physiologiquement, elle est virtuelle. Ouais, c'est ça. Parce que pathologiquement, elle peut être réelle. Dans ce cas-là, on appelle ça un pneumothorax ou un hémothorax. C'est qu'il y a du liquide ou de l'air qui rentre dans cette cavité qui, du coup, n'est plus virtuelle. Elle devient réelle. Et le poumon, il se rétracte. En fait, dites-vous que pour une cavité, quand elle est réelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se trouver à l'intérieur, donc de l'air ou du liquide, d'accord? Et quand elle est virtuelle, c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais c'est pas parce que c'est collé qu'il n'y a pas de cavité. Par exemple, l'utérus, quand il n'y a pas d'enfant dedans, il est comme ça. Il est collé. Pourtant, il y a une vraie cavité dedans. On dit juste qu'elle est virtuelle et quand il y aura un fœtus dedans, elle sera réelle. Ok? Donc ça, c'est important à comprendre. Et donc la cavité pleurale, elle est virtuelle. Elle est pas réelle. Il y a un peu de liquide entre les deux pour que ça puisse coulisser, mais elle est bien virtuelle. Vagal, c'est bien parasympathique, ouais. Et le vagal, c'est pour le nerf vague, et c'est un autre terme pour dire parasympathique. Et si vous voyez orthosympathique, c'est comme sympathique. Voilà. Donc la réponse. Ah oui, j'ai fait un mème sur un truc qui est dit dans le cours, qui permet de retenir peut-être pourquoi est-ce que la souche gauche elle est horizontale. Parce que si un enfant avale un petit truc, ça va préférentiellement aller dans le poumon droit plutôt que le poumon gauche. Parce que ça fait comme ça en fait. Ouais, comme ça. Et voilà, donc moi j'ai fini ma partie. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'était clair? Ça. C'est bon. Oui. Moi j'ai une question, mais pas je crois que c'est dans le cours, il y a écrit que l'appareil circulatoire est composé d'une artère pulmonaire. Et plus loin, il y a écrit que, mais aussi qu'il y a deux artères pulmonaires, droite et gauche. Attends, c'est quoi ta question? Dans le cours, il y a écrit au début, dans les premières pages, l'appareil circulatoire est constitué d'une artère pulmonaire. Et plus tard, il y a écrit que il est composé de deux artères Ok, pulmonaires. parce que à la base, quand on parle de ton cœur, tu as la base, tu vas avoir une artère
pulmonaire qui va partir de ton cœur, qui ensuite se sépare en deux artères pulmonaires pour aller une au poumon gauche et l'autre au poumon droit. Du coup, on pourrait penser qu'il y en a une ou deux. Une qui se divise. Pour moi, c'est une qui se divise, mais en vrai, j'aurais dit qu'il y en avait deux. Ouais. Parce que c'est vraiment sur quelques centimètres où elles sont ensemble, puis après elles vont se séparer. Parce qu'on parle plutôt de tronc artériel pulmonaire qui se divise en artères pulmonaires. Ouais. Mais si c'est dans ton cours, Après, le cours, c'est pas peut-être une chose de. je sais pas. Après, honnêtement, je pense que les deux sont vrais en fait. Si dans un item ils vous mettent il y a une artère pulmonaire, bah, c'est bizarre comme dit comme ça. Moi, j'ai toujours appris deux artères. Pour moi, en vrai, moi j'aurais mis deux artères pulmonaires. Ouais, c'est deux artères pulmonaires et quatre veines pulmonaires. C'est ce qu'il faut retenir. Bon, on va passer à la partie un peu moins fun de ce FT, c'est les os. Donc, on va commencer avec le membre thoracique. Pour commencer, petit schéma. Soit je vous laisse répondre, enfin vous pouvez répondre sur le chat ou sinon vous pouvez répondre directement. Et vous allez me dire un peu les différents os, on va faire ensemble. Donc le numéro 1, ça va correspondre à la clavicule, exactement. Ensuite, bon, excusez-moi. Vous allez avoir en numéro 2, ça sera la scapula. Numéro 3, ok. Et 4 et 5. 4, le radius, et 5, l'ulna, exactement. Et ensuite, le numéro 6, ça sera exactement les os du carpe. Il y en a combien d'os du carpe? 8, exactement. 4 à l'avant, 4 à l'arrière. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez ensuite après le carpe? Métacarpe. Et après le métacarpe, vous avez les... Exactement, bien joué. On m'avait dit un mémotechnique, c'est que la carpe vous la pêchez avec les mains et pas avec les pieds. Voilà. Je sais pas si ça. Je dis ça comme ça. Ensuite, on va passer après. Donc, on va faire au fur et à mesure. Donc, le membre supérieur, il est rattaché au reste du squelette par deux os. C'est lesquels les deux os? La clavicule et la scapula. Et ça va former la ceinture scapulaire. D'accord. Ensuite, le bras, il est formé par quel os? L'humérus. C'est le seul et unique os du bras. Donc, ici. Et ensuite, quels vont être les os qui vont fermer l'avant-bras? C'est le radius et l'ulna. Exactement. Donc, retenez-le bien. Le bras, l'humérus, l'avant-bras, radius, scapula. Ensuite, on va passer à la clavicule. La clavicule, elle est sous-cutanée, ça veut dire qu'elle va juste se trouver sous la peau. Ça veut dire que si je passe ma main au niveau de ma clavicule, je vais pouvoir la sentir, d'accord? Vous pouvez faire le test chez vous, vous allez sentir votre clavicule qui part au niveau de votre sternum et ensuite qui part jusqu'à votre épaule. Et ensuite, c'est un repère anatomo-clinique parce que la clavicule, on peut facilement se la péter. C'est-à-dire, imaginons demain je tombe au niveau de l'épaule, je peux me casser la clavicule, d'accord? Donc, c'est là où on peut y avoir pas mal de fractures. Et ensuite, vous allez avoir 3 éléments vasculo-nerveux qui vont passer sous la clavicule pour aller dans votre bras. Est-ce que vous les connaissez? Vous pouvez répondre dans le chat si vous savez. Ah merde, mais on est mute. Vous avez? Dis-moi. Plexus brachial et veine et artère supérieure. Alors, le plexus brachial, oui, mais il manque les deux, tu m'as dit? Artère et veine sous-clavière. Exactement, ça sera la veine et l'artère sous-clavière. D'accord? Parce que donc vous allez avoir l'artère sous-clavière qui va amener le sang dans votre bras, la veine sous-clavière qui la ramène au cœur, et ensuite avec ça, vous allez avoir le plexus brachial qui va innerver votre bras. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'il va y avoir des fractures, parce que ça peut causer des dégâts au niveau de l'innervation, donc avec le plexus brachial, ou même blesser la veine ou l'artère. Ensuite, après ça, on continue sur la clavicule. Donc, la clavicule, elle s'entend dedans avec le manubrium sternal, et en dehors, elle va s'articuler avec l'acromion de la scapula. D'accord? Est-ce qu'on peut... Donc, l'orientation de la clavicule, ça sera... En haut, en dehors et en arrière.
Exactement. Ça, c'est à savoir par cœur. Les orientations de la clavicule, vu que c'est un repère anatomoclinique, il faut la savoir par cœur. C'est très important. Et surtout dans les deux sens. D'accord? Qu'on puisse le dire. Et ensuite, vous avez, qu'est-ce qu'on peut dire sur la courbure du bord antérieur de la clavicule? Il va dans quel sens? Ou est-ce que je vous ai pas dit? Ah, il est convexe médialement et concave latéralement. Exactement. Votre clavicule, elle va avoir une convexité médiale et une concavité latérale. D'accord? Oui, enfin, elle est à l'envers. Oui, non, mais là, elle est en vue de supérieure. Là, vous avez une clavicule en vue supérieure. D'accord. Mais vraiment, la clavicule, c'est à savoir par cœur parce que c'est un élément important. Ensuite, après ça, donc, on passe à la scapula. Donc, quelles sont les deux parties de la scapula qu'on peut palper? Donc, qu'on peut toucher en mettant notre bras dans le dos. Alors oui, ça sera l'épine scapulaire, donc c'est la partie en bas de votre scapula que vous allez pouvoir sentir quand je vais toucher mon dos, je le sens. Et ensuite, il y a une deuxième partie, on en a parlé juste avant, ça sera l'acromion, exactement. C'est là où vous allez avoir un lien, enfin vous allez pouvoir avoir enfin, l'accroche entre la clavicule et votre scapula. Donc vous pouvez le sentir. Et ensuite, vrai ou faux, est-ce que votre scapula elle est globalement convexe en avant sur la face intérieure ou pas? Quoi? Alors, oui, c'est plat, mais il y a il y a peut-être une petite convexité ou concavité. Je crois que c'est dit dans votre cours. Vous savez pas? Alors, c'est faux parce qu'en fait, votre scapula, elle est concave en avant. D'accord? C'est toujours clair cette notion de concavité et convexité? Ouais. Ok. Ensuite, après ça, donc, vous allez avoir, donc sur la scapula, elle est formée de trois angles et trois bords. Est-ce que vous pouvez me citer les trois angles et trois bords si vous les avez? C'est pas grave, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vas-y, dis-moi. L'angle latéral, l'angle inférieur et l'angle médial. Alors, presque. Tu vas avoir un angle supérieur, inférieur et latéral, d'accord? Et ensuite, ça veut dire que si tu as un angle supérieur, inférieur et latéral, tu auras des bords non, supérieur, médial et latéral. Donc, bon. En fait, dites-vous que votre scapula, c'est comme un triangle. D'accord? Elle a trois bords, trois angles. D'accord? Ok. Ce schéma de la scapula est vraiment à savoir par cœur. D'accord? Parce qu'il il est déjà tombé. Et même c'est assez important. Enfin, tous les schémas en anat peuvent tomber et tomberont un jour, je pense. D'accord? Donc c'est vraiment important à savoir. Ensuite, il y a un petit QCM pour vous. Vous voulez qu'on le fasse? Enfin, je vous laisse lire et ensuite on répond ensemble, d'accord? Et dans le chat, je vous laisse répondre si vous avez la réponse. Comme ça, après, on continue. Ok. C'est bon? Vous avez le temps de lire? Alors, l'item A, il est vrai ou faux? Bon. Vrai ou faux ou pas? Vrai. L'item A, il est vrai parce que la scapula, c'est bien un os plat, donc plat, ok? Triangulaire, ce qu'on vous a dit avec trois bords et trois angles, et bilatéral parce que vous avez deux scapulas, une de chaque côté de votre dos, une à gauche et une à droite. Et ensuite, ils sont à la partie postéro-supérieure du thorax parce qu'ils vont être derrière votre cage thoracique, ils vont coulisser contre,
et c'est là dans la partie haute de votre dos. L'item B, il est vrai ou il est faux? Pourquoi faux? C'est pas la bonne articulation, c'est. Euh, De quoi? Oui, c'est pour ça que l'item B il est faux parce que votre scapula elle va bouger avec des mouvements de glissement contre votre cage thoracique. C'est ce que j'expliquais juste à l'item d'avant. C'est pour ça. L'item C, ça sera. Donc l'item C sera vrai parce que l'épine de la scapula, c'est bien ce qui va séparer la face postérieure en deux fosses. La fosse supraépineuse, donc au-dessus de l'épine de la scapula, et infraépineuse, en dessous de l'épine de la scapula. D'accord? Ensuite, ensuite l'item D est vrai, le processus coracoïde, c'est bien une structure osseuse en forme de doigt demi-fléché. En fait, ce que je faisais pour m'en rappeler, c'est que je pensais que c'était comme une sorte de pouce que je faisais comme ça. Et ça, ça correspondait à mon processus coracoïde. D'accord? Donc un pouce un peu comme ça. Et ça se situe bien au niveau du col de la scapula. D'accord? Sur le bord. Et ensuite, l'item E, il est faux parce que la scapula, elle est très peu fracturée parce qu'en fait, sa position, vu qu'elle est dorsale, et en fait, elle est entremêlée entre plein de muscles qui la maintiennent en place et qui la protègent. Donc, pour avoir une fracture de la scapula, il faut vraiment y aller, il faut vraiment être très violent. Donc, je vous mets la réponse. Ça arrive ou pas? Ouais, en vrai, j'en ai jamais entendu parler s'il y avait des fractures à scapula, mais après, j'ai envie de dire, on peut tous casser, donc. Après, je pense que tu meurs avant de te péter la scapula quand même. Ouais. Ensuite, l'humérus. Donc, l'humérus, c'est l'unique os du bras, et donc il va s'articuler avec avec la scapula en proximal, et ensuite. Non, je dis bien. Bon, il est donc en haut, il va s'articuler avec la cavité glénoïde de la scapula. Et en bas, il va s'articuler en dehors avec le radius et en dedans avec l'ulna. D'accord? Retenez bien, radius en dedans, radius en dehors, ulna en dedans. D'accord? Ensuite, donc, ensuite vous allez avoir je vais vous poser la question, quelles sont les différentes surfaces articulaires qu'on va retrouver en distalité de l'humérus? Est-ce que vous savez? Le capitulum en dehors et la trochlée en dedans. Alors, exactement. Vous allez avoir la trochlée qui est donc, au niveau de l'ulna, pour avoir l'incisure lunaire au niveau de l'humérus. Et ensuite, vous allez avoir le capitulum qui est. Qui vous dit quoi? Capitutum ou ouais, bon, capitulum qui est déporté vers l'avant et qui va être arrondi pour introduire le radius au niveau de l'humérus, d'accord? Donc c'est ces deux surfaces articulaires qui permettent d'articuler les deux os de l'avant-bras avec l'os du bras, ok? Et ensuite, et comment est-ce qu'on appelle la zone entre les deux? Exactement, ça sera la zone entre la trochlée et le capitulum, ça sera la zone capitulo-trochléenne, d'accord? Et elle est recouverte de cartilage, d'accord? Parce que dites-vous que dans votre corps, c'est jamais os contre os. Il y aura toujours du cartilage autour pour pour que ça puisse s'articuler. Ok? Ensuite, donc, quels sont les trois nerfs qui passent en arrière de l'humérus, si vous le savez? Vas-y. Postérieurement au col anatomique et platonique de l'humérus, c'est le nerf axillaire. Ouais. Dans le sillon de la partie. Non, le tiers moyen de la diaphyse, c'est le nerf radial. Et sur la condyle médiale, c'est le sillon du nerf ulnaire. Exactement, bien joué. Vous allez avoir donc enfin en dessous de la tête de l'humérus, vous allez avoir le nerf axillaire. Ensuite, au niveau de la diaphyse radiale et
au niveau de l'extrémité distale, vous allez avoir le nerf ulnaire, d'accord? Ces trois nerfs, ils sont très importants pour ce qui va être motricité et sensitivité au niveau de votre bras, d'accord? Et quand vous tapez le coude là, qui fait super mal, c'est le nerf ulnaire. Parce que vous tapez plus au niveau médial. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça fait super mal. Voilà. Ensuite, c'est, je vois le chat, c'est bon. Alors, petit QCM, on va le faire ensemble. Donc, l'humérus est un os long qui s'articule en haut avec la cavité glénoïde de la scapula et en bas avec le radius et l'ulna. Il est vrai, exactement, bien joué. Ensuite, l'item B, l'humérus possède un angle de 130 degrés, un angle d'inclinaison et un angle de 20 degrés ouvert en dedans et en arrière, angle de déclinaison. Ça sera vrai, exactement. Les angles d'inclinaison et de déclinaison, c'est à savoir par cœur, d'accord? Parce on peut vous faire plein de pièges là-dessus. Donc, c'est à savoir vraiment, faut vraiment faire attention. C'est les orientations et les angles inclinaison-déclinaison, ça sera très important au niveau des os, d'accord? Parce que c'est là où on peut vous piéger. Vu que c'est des petits détails, c'est là où les profs aiment bien faire les questions. Donc, l'item B est vrai. L'item C, le col chirurgical de l'humérus est une zone fréquemment fracturée, notamment chez le sujet âgé. Vrai ou faux? Alors, non, l'item C, il est bien vrai, d'accord? Parce que, en fait, si les personnes âgées qui vont tomber et qui vont tomber au niveau de l'épaule, c'est là où ils vont se fracturer le col de l'humérus. D'accord? Donc, en fait, surtout que les personnes âgées, vu qu'elles tombent plus violemment, elles n'ont pas forcément le temps de se rattraper, elles vont directement tomber au niveau de l'épaule. D'accord? Et donc, c'est là où il peut y avoir des fractures plus facilement. Ok? Ça s'appelle col chirurgical, puisque c'est là qu'il y a le plus d'opérations. Et c'est pareil pour la jambe aussi. Hein. Ouais. Le col du fémur aussi, c'est là où vous avez pas mal de risques de vous blesser. On y reviendra sur les membres pelviens. Ensuite, l'item D, donc le nerf radial longe la face antérieure de l'humérus et peut être lésé en cas de radiure de la diaphyse humérale. C'est faux. Pourquoi? Parce que votre nerf radial long, il passe sur la face postérieure de l'humérus. Ok? Et ensuite, l'item E, l'épicondyle médial est plus proéminent que l'épicondyle latéral et sert de repère anatomoclinique. C'est vrai, exactement. Retenez que votre épicondyle médial, il sera beaucoup plus important et plus gros que le latéral. Oui. Moi j'ai une question, je comprends pas la différence entre un épicondyle et un condyle. Alors, le condyle, c'est la partie qui va s'articuler. Et l'épicondyle, c'est la bosse qui est à côté. Ok. Ça se voit plus sur le fémur, Ouais. où en bas, tu as les deux condyles qui vont s'articuler avec les deux fosses du tibia. Et les épicondyles, c'est ce qui est à côté. Mais ça fait pas partie de l'articulation. Donc par exemple pour le l'humérus là, l'épicondyle, bah, c'est le repère anatomique. Et là où il y a la trochlée et le capitulum, c'est le condyle. Je sais pas trop si on peut parler de condyle au niveau du bras. En fait, j'ai entendu parler que pour le fémur. Ouais, non, je crois qu'il y a que les condyles, c'est que au niveau la jambe. Et surtout, c'est surtout un peu un sorte de prolongement de l'épicondyle vers l'arrière. Le condyle. Ouais, le condyle. C'est un peu sur les côtés, mais sur l'arrière. T'as un petit prolongement. Mais je crois qu'on en reparle après, j'ai un doute. Ensuite, donc, ça sera donc, au niveau des angles. Le plus important, c'est vraiment l'angle d'inclinaison pour entre la tête humérale et la diaphyse, d'accord? Donc c'est de 130 degrés. Ça, c'est à savoir par cœur. Et ensuite, l'angle de déclinaison et le valgus physiologique, c'est important, mais ça sera moins demandé. D'accord? Surtout, retenez que l'angle de déclinaison entre la tête humérale et la diaphyse, d'accord? Ça sera toujours 130 degrés. Okay. Si c'est pas 130 degrés, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pathologique. Donc ensuite, je passe. Ensuite, le radius et l'ulna. Comme on l'a dit tout à l'heure, le radius, il est en dehors, il est latéral, et l'ulna, il est en dedans, donc médial. Ok? Et vous allez voir, et donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que votre radius, il n'est pas complètement collé à votre humérus, d'accord? Il y a du cartilage entre les deux. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont un peu plus, genre ça s'appelle,
l'ulna monte beaucoup plus haut que le radius, d'accord? Et surtout que l'ulna va passer derrière l'humérus afin de s'articuler, d'accord? Alors que le radius, lui, il s'articule juste devant, alors que l'ulna, elle, va être devant et aussi derrière, d'accord? C'est clair? Ensuite, donc, vous avez le radius, donc c'est un os long et bilatéral. Le radius est l'os le plus latéral des deux os de l'avant-bras, d'accord? Et ensuite, il va s'articuler en haut avec l'extrémité distale de l'humérus au niveau du capitulum et il a une forme de manivelle. Oui, je sais. Je sais pas si vous voyez une manivelle, moi non plus, mais dans les cours c'est écrit comme ça. Voilà. Après, je l'ai jamais vu tomber en QCM, manivelle. Donc, retenez surtout que c'est un os long bilatéral et que c'est l'os le plus latéral de l'avant-bras. Et surtout qu'il s'articule en extrémité distale avec l'humérus. Dis-moi, oui. Là, il y a un truc que j'ai pas du tout compris, la courbure spinatrice là. J'arrive juste après. Parfait. T'inquiète pas. Alors, donc le radius, il est parallèle à l'ulna en position de. Quoi? Alors, tu as mélangé les deux, mais c'est supination. D'accord. Et ensuite, donc le radius, il recouvre l'ulna par l'avant lors du mouvement de pronation. Exactement. D'accord. Et donc, du coup, vous allez me demander, c'est quoi l'objectif de l'articulation du coude et de la main? Ça sera, si vous avez une idée, pour exercer les mouvements de pro et supination. En fait, donc, pour l'expliquer assez simplement, c'est que supination, c'est quand vous allez avoir votre bras donc droit comme ça tendu. En fait, comme en position anatomique, là, votre bras il est en supination, d'accord? C'est que votre radius et votre ulna, ils sont parallèles, ok? Si je tourne mon bras, d'accord? Le radius, à ce niveau-là, il va venir recouvrir mon ulna qui est en dessous. Est-ce que c'est clair? D'accord? Dites-vous bien que moi je pensais aux tractions pro et supination. Supination, je suis comme ça, d'accord? Donc les bras face à moi et parallèles. Donc quand c'est face à moi, ils sont parallèles. Pronation, vous avez le radius qui va recouvrir l'ulna. Ok? Moi, j'ai un autre moyen un peu technique. Supination, c'est genre tu supplies pour ce que tu veux. Tu fais enfin, nous on dit souvent ça s'appelle supplie pour de l'argent. Supination et pronation, bah, du coup c'est l'inverse. Voilà. Pour tester ce que vous voulez, les tractions, moi j'aime bien, ça change un peu. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez. Soit supination, c'est pour supplier, donc comme ça, soit les tractions. Enfin, vous trouvez le moyen mémotechnique que vous voulez. Ensuite, donc, là, vous allez avoir des vues postérieures et donc internes du radius. Quand on dit vue interne, ça veut dire que là, quand on regarde le radius, on se trouve à la place de l'ulna. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on le voit d'un point de vue médial, exactement. Parce que radius, il est latéral, l'ulna, il est médial. Donc, on le voit d'un point de vue médial. D'accord? On peut aussi appeler ce bord-là le bord interosseux. Pourquoi? Parce qu'on va se situer entre les deux os. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Après ça, donc, ça va passer à l'ulna. L'ulna, c'est un os long et bilatéral. C'est l'os médial de l'avant-bras. Et ensuite, il va dépasser le radius en haut, surtout. En haut. Parce que l'ulna, comme je vous ai dit, l'ulna remonte plus haut que le radius pour aller passer derrière l'humérus. Et ensuite, il est plus court que le radius en bas. Tu vas expliquer courbure supinatrice? Quoi? Tu vas expliquer courbure supinatrice? Oui. Tu vas faire? Mais je l'ai fait. T'as compris courbure supinatrice? Non. Ah, courbure supinatrice? La courbure spinatrice là, qui parle du tubercule radial.
attends. Oui, non, mais je suis d'accord. Pour moi, les complexes. Si je regarde après, parce que là, si t'as le QCM sous les mains, je regarderai après. Comment? Si t'as le QCM sous les mains, je regarderai après. Il a posé une question, mais je crois qu'on a répondu. Non, mais Ça m'étonne. je regarde. On va déjà voir la référence du QCM. Ouais, mais je pense que ça doit être, Oui, bah oui. ça doit être une erreur dans le QCM. Mais je me rappelle que Ouais, je sais ça, pas, je l'avais ça se appris trouve, par c'est cœur Ouais. pour le concours et j'avais pas trop appris. Je regarde. Est-ce que ça te dit un truc Attends. On regarde ça après, comme ça on continue. Bon, et ensuite donc le l'ulna il est plus court que le radius en bas, d'accord? Donc ça c'est top. Ensuite, petit QCM, je vais le faire avec vous. Donc l'item A, l'ulna est un os long médial dans l'avant-bras et dépasse le radius en hauteur au niveau proximal. C'est vrai, exactement. Ensuite, l'item B, l'ulna s'articule directement avec la première rangée du carpe. C'est faux parce que c'est pas directement. De quoi? Parce que en fait, entre les deux, vous avez un petit cartilage, d'accord? Donc ce ne sera pas l'os contre directement le carpe. Alors que le radius, oui, en revanche, lui, oui. Ok? Ensuite, l'item C, la tête de l'ulna est située à son extrémité distale, contrairement à la tête du radius qui est proximale. C'est vrai. L'ulna, c'est le seul os où sa tête est distale. D'accord? C'est la seule exception. Ok? Vraiment retenez, l'ulna, la tête, elle est distale. Donc la tête de l'ulna, elle se situe au niveau, presque au niveau de votre poignet. Ok? Ensuite, l'item D, la diaphyse ulnaire a une forme en S italique essentielle pour les mouvements de prosupination. Ça c'est vrai. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça va être la courbure prosupinatrice. D'accord? Donc l'item est vrai. Et ensuite, l'item E, la styloïde ulnaire, donc la ligne styloïde ulnaire, est plus basse que la styloïde radiale. C'est ce qui contribue à la ligne bistyloïdienne. Ça sera faux parce que c'est l'inverse. C'est la ligne styloïde ulnaire qui est moins basse que la styloïde radiale. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le radius va descendre beaucoup plus bas et donc va pouvoir aller directement s'articuler avec le carpe. Ok? Donc, les réponses c'est A, C et D. Donc, ensuite, vous avez donc l'articulation radio-ulnaire. Donc, en proximal, ça sera l'incisure radiale de l'ulna et avec la circonférence articulaire radiale. Ça veut dire que vous allez avoir deux os qui sont articulés l'un avec l'autre. D'accord? Tout simplement. On utilise des mots compliqués pour pas grand chose, c'est juste qu'ils s'articulent ensemble. Et ensuite, vous avez une articulation radio-ulnaire distale. Ça sera entre la tête de l'ulna qui est distale et l'incisure radiale, enfin l'incisure ulnaire du radius. Donc ça sera au bout au niveau de votre poignet, à ce niveau-là. Ça va? Ok. Et ensuite, quand on dit en distalité, la ligne styloïde du radius, elle descend beaucoup plus bas que la styloïde de l'ulna. Ok. Et entre les deux, vous avez à peu près 1 cm. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma, c'est que votre radius, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va directement s'accrocher avec la première rangée du carpe. Alors que l'ulna, elle est légèrement en retrait. En fait, dites-vous que c'est l'inverse que ce que vous avez vu tout à l'heure avec l'humérus, parce que le radius ne s'articule pas non plus directement avec l'humérus. Vous vous souvenez? Qu'on avait vu avec le capitulum et la trochlée. Okay. Et ensuite, vous avez la ligne styloïdienne, elle est oblique en bas et en dehors. Donc, là, vous avez le schéma en grand, principalement. Et ensuite, on va passer à la main. Donc, la main. Ça correspond aux os du carpe. Donc, il représente une concavité antérieure et ça va permettre de contenir des tendons fléchisseurs des doigts, d'accord? Et ils sont plaqués contre les os du carpe grâce au rétinaculum des fléchisseurs. Ok. Et en fait, ce que ça va permettre les os du carpe
et le passage des tendons fléchisseurs du doigt, ça va former le canal carpien, d'accord, donc c'est qui est ostéofibreux inextensible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un gain de place dedans. C'est pour ça que quand on vous parle de syndrome canal carpien, c'est que vous avez une inflammation au niveau des tendons fléchisseurs des doigts, d'accord. Et vu que c'est pas votre place, elle est inextensible, c'est-à-dire que vous allez avoir une douleur dedans. Ok. Ça va comprimer le nerf médian qui passe dedans. Exactement. C'est ça qui fait mal. C'est pour ça. Ça, c'est souvent, genre, c'est vraiment quand vous travaillez beaucoup à l'ordinateur, ça peut vous le déclencher. C'est vraiment une utilisation intensive de votre main. Le nerf médian, il gère les trois doigts là. Il est récent, quand j'ai la médecine, c'est beaucoup de tumeurs. Donc important le nerf médian, les trois doigts là. Ça fait mal. Ouais. On ne veut pas avoir mal. Ensuite, petit QCM, c'est le dernier, donc je vous laisse le faire tout seul et ensuite on fait la correction. Et pareil dans le chat, vous pouvez mettre vos réponses et ensuite on fait la correction ensemble. Je vous laisse, il est 16, je vous laisse jusqu'à 17-18. Vous avez eu le temps de tout lire, c'est bon? Bon, on va pouvoir passer à la correction. Donc, l'item A, le scaphoïde est l'os du carpe le plus souvent fracturé et palpable dans la tabatière anatomique. Vrai ou faux? C'est quand tu fais ça avec ton pouce, normalement t'as un creux qui se forme, tu vois, ça s'appelle comme ça. Ceux qui sont en visio, enfin, la tabatière, ça sera au niveau du creux que vous allez avoir là. Donc, si vous levez votre pouce, vous le verrez. Et c'est plus ou moins important selon les individus, d'accord? Donc, l'item, il est bien vrai. Le scaphoïde, c'est l'os du carpe qui est le plus souvent fracturé. Ok. Et surtout que c'est l'un des os qui va être en premier pour le canal carpien. Ok, c'est ça qui est important. Ensuite, l'item B, la main comprend 5 métacarpiens numérotés de 1 à 5 de dehors en dedans. Et donc le premier, c'est celui du pouce. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, parce que on se souvient quand on est en position anatomique de référence, le bras est tendu et le premier doigt qui est en dehors, c'est le... Exactement. Donc 5 métacarpiens du pouce jusqu'au petit doigt. Ensuite, l'item C, tous les doigts possèdent 3 phalanges proximales, moyennes et distales. C'est faux. Pourquoi? Exactement, le pouce, il en a que 2, d'accord. Il aura que seulement une proximale et une distale. Et aussi, ça va être par rapport aux phalanges des pieds, on peut dire proximale, moyenne, distale, ou sinon on peut dire intermédiaire, d'accord. C'est moins utilisé, mais moyenne c'est le plus utilisé. Ensuite, l'item D, le canal carpien est formé par la concavité antérieure des os du carpe et fermé en avant par le rétinaculum des fléchisseurs. On l'a vu juste avant, c'est vrai, exactement. Et ensuite, dernier item, l'ulna s'articule directement avec la première rangée du carpe formant l'articulation radiocarpienne. C'est faux parce qu'il s'agit là du radius qui s'articule directement avec la première rangée du carpe, alors que l'ulna, elle, ça va passer avec un disque articulaire. Ok? Ensuite, donc, ça on s'en fiche. Ensuite, on passe au niveau des membres pelviens. Ici, pareil, je vous ai mis un petit schéma, on va le faire ensemble. Ok. Et ensuite, vous allez avoir donc petit schéma. Le numéro 1, ça va correspondre. Est-ce que vous arrivez à voir le numéro 1? Ok. Le numéro 1, ça correspond à quoi? Alors, non, ça sera au-dessus du sacrum. Ce
C'est ce on l'appelle le rachis, d'accord? Et vu que là, ça sera le rachis lombaire parce qu'on sera au niveau lombal, d'accord? Donc rachis lombaire. Numéro 2, juste en dessous, ça sera exactement le sacrum, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez en avant du sacrum? Vous allez avoir le numéro 3, juste en avant du sacrum. Quoi? Non. Non, alors oui, enfin ça en fait partie, mais ça sera l'os coxal, exactement. D'accord? Et ensuite, donc le numéro 4, C'est les os du bassin. c'est, Ça, il y en a deux. ouais, vous avez deux os coxaux qui forment l'os coxal. Ok. Ensuite, le numéro 4, ça va correspondre. Alors, exactement, articulation de la hanche, exactement. On fait très simple. Ensuite, numéro 5, c'est le fémur, c'est votre seul os de la jambe, enfin de la cuisse, excusez-moi, de la cuisse. Et ensuite, numéro 6, vous allez avoir une nouvelle articulation, c'est l'articulation du... Exactement, genou. Après, numéro 7, ça correspond au tibia. Et ensuite, numéro 8, ça veut dire que c'est là. Exactement, trop fort. Numéro 10, ça sera non, numéro 9, ça sera l'articulation de la cheville. Et ensuite, numéro 10, c'est le tarse. Numéro 11, c'est le métatarse. Et ensuite, le 12, c'est trop fort. Ça va. Le 4, c'est pas le valgum physiologique. Alors, pour le numéro 4, ça, oui, mais là, c'est surtout, on va surtout te désigner l'articulation entre tes deux os. Donc, ça sera surtout l'articulation de la hanche entre ton os coxal et ton fémur. Mais en soi, c'est pas faux. Alors, ensuite, je vous fais encore travailler. Donc, c'est quoi les 4 segments qui composent le membre pelvien? Est-ce que vous l'avez? Donc, le membre pelvien, c'est toute la jambe, d'accord? Donc, ça va être composé en 4 segments. Les 4 segments, ça va être la ceinture pelvienne, d'accord? Donc, c'est là où vous allez avoir l'os coxal, la cuisse, là vous allez retrouver votre fémur. Ensuite, la jambe, tibia, fibula. Et ensuite, dernière partie, le pied. Exactement. C'est vos 4 segments. Et ensuite, par quel os la cuisse elle est unie au tronc? Ça va passer par quel os? L'os coxal, exactement. La ceinture pelvienne, elle va assurer l'union de la cuisse avec le tronc par l'os coxal. Très bien. Ensuite, l'os coxal, on va enfin parler de lui. C'est un os 1-1, pair et 1-1. Ça veut dire, il est quoi votre os coxal? Ok, plat. Qu'est-ce qui manque ensuite? Alors ça, faut le savoir par cœur, vraiment. C'est super important parce que c'est déjà tombé, ça tombera. Ils adorent le faire tomber. Exactement. Votre os coxal, il est plat, pair et asymétrique. D'accord? Et ensuite, il va être formé de 3 ébauches embryologiques qui sont soudées. C'est-à-dire que votre os, il est composé de 3 parties qui sont fixées les unes, enfin qui sont soudées les unes avec les autres, d'accord? Pour former qu'un seul os, mais on les répartit en 3 parties différentes. Ok? Est-ce que vous les avez? Vas-y. Ouais, exactement. Ça sera l'ilium, le pubis et l'ischio, ok? Et ensuite, ensuite votre os coxal, il a une forme de sablier chantourné, d'accord? Ça veut dire que c'est une forme d'hélice qui est torsionnée sur elle-même. Ok. C'est comme, en fait, pour vous l'imaginer, c'est comme si on avait pris une sorte de cylindre et c'est plus simple, plus imagé. Vous prenez une canette de coca, vous gardez la base et vous essayez de tourner le haut, d'accord? Ok? En fait, votre os coxal, il est un peu comme ça. Vous arrivez à vous l'imaginer? Bon, ça va. Ensuite, l'os coxal, donc il est plat, pair, symétrique, excusez-moi, asymétrique, il y a une faute, 3 ébauches embryonnaires nommées. Ensuite, on vous parle des différentes ailes, d'accord? C'est pour savoir à quoi ça va correspondre. Donc, les 3 premières parties. Attendez, ça n'a rien à voir.
En gros, vous allez avoir. Donc, vous avez la réponse ou pas du tout? Faut que. Ok, bon, je vais vous le faire. En gros, l'aile supérieure, ça sera correspondre à l'aile iliaque, d'accord? Ça sera la partie supérieure de votre os coxal, d'accord? La partie moyenne, c'est là où vous allez recevoir votre tête fémorale. C'est là où votre fémur va venir s'articuler avec votre os coxal pour former l'articulation de la hanche, ok? Et ensuite, vous allez avoir en partie supérieure, donc comme on a vu juste ici, ça va venir former le foramen obturé. Ok. C'est là où vous allez avoir passé les artères c'est là où les artères vont passer. Ok. Et ensuite, vous allez avoir le bord supérieur de l'épine. Donc le bord supérieur, ce sera l'épine iliaque antéro-postérieure, supérieure. Ça veut dire que votre épine iliaque, elle va aller sur le dessus de votre os coxal de l'avant à l'arrière. Ok, donc c'est vraiment la partie supérieure. Ensuite, vous avez un bord antérieur qu'on appelle l'épine iliaque antéro-supérieure. Ça va être au niveau du pubis. Donc c'est la partie avant votre coxal. C'est la partie qu'on retrouve à ce niveau-là à peu près. Ok. Et ensuite, vous allez avoir le bord inférieur qui est composé de la branche ischio-pubienne. Ça va être la jonction entre votre pubis et l'ischium qui est sur la partie inférieure et postérieure. Okay. Et ensuite, le bord postérieur, c'est là où ça sera l'épine iliaque postérieure qui est reliée à la tuberosité ischiotique. D'accord. En fait, dites-vous, pour vous le faire simple, ça va être iliaque en haut, pubis à l'avant, d'accord. Et ensuite, la partie postéro-inférieure, ça sera surtout votre ischium. Ok. Ensuite, donc vous allez avoir différentes faces au niveau de votre os coxal. La face latérale, c'est votre face glutéale, d'accord. C'est les faces sur les côtés, d'accord. Les muscles glutéaux, c'est les muscles fessiers. Donc c'est pour ça qu'ils sont latéraux. Et si vous aviez les fessiers à l'intérieur, c'est comme ça. Les muscles des fesses, c'est sur l'extérieur. Ensuite, vous allez avoir l'acétabulum. Est-ce que vous avez un peu travaillé le cours sur les membres pelviens? L'acétabulum, il a une forme semi-lunaire, exactement. Et donc, ça va être un croissant ouvert vers le bas, exactement. Et en son centre, on va retrouver la fosse acétabulaire, d'accord. Donc, et en fait, c'est là où on peut retrouver des fractures très violentes parce que dans les accidents de voiture, par exemple, quand vous avez les pieds, par exemple, assis et qu'on vous rentre dedans, vous pouvez avoir votre os, toute la jambe qui va remonter. Donc en haut, vous avez votre fémur. Et ce qui peut se passer, c'est que ça remonte. Du coup, vous allez avoir une sorte d'un effet piston et que ça va venir vous casser l'os coxal. Ok. Alors, faut que ça soit vraiment très très violent. Par exemple, c'est pas en sautant d'une table sur le sol, vous allez vous faire ça. Il faut que ça soit un choc très violent. D'accord. Et ensuite, vous avez le foramen obturé qui se situe entre l'acétabulum, le pubis, l'ischion. D'accord. Et si vous avez une fracture de votre foramen obturé, ça va venir mettre en danger votre vessie. D'accord. Parce que si vous avez de l'os qui casse, vous pouvez vous déchirer la vessie. La vessie, ça sert à quoi? Exactement. C'est le lieu de stockage de votre urine avant que vous l'excrétiez. Et ensuite, vous allez avoir la face médiale qui est séparée en deux par la ligne arquée. Mais c'est pas faux en soi, mais c'est arqué le terme technique, d'accord. Et ça sera au-dessus, vous allez avoir en avant la fosse iliaque, en arrière la surface auriculaire. Et ensuite, en dessous, vous avez le foramen obturé avec le sillon, le corps du pubis et la face pelvienne. Ok. Ensuite, petit QCM. Donc, le fémur, c'est un os long et bilatéral. D'accord. Et ensuite, il va être articulé en haut avec l'os coxal et en bas, il est articulé avec
Le tibia, exactement. Il est oblique en avant et donc il est en bas et en dedans, très bien. Cette inclinaison, elle est accentuée chez la femme enceinte parce que le bassin il est plus large. Pourquoi est-ce que le bassin il est plus large? Parce que la femme, c'est physiologiquement différent parce qu'elle va pouvoir accueillir le bébé. D'accord? C'est pour ça que son bassin est plus large. Pour, moi, je me rappelais parce que quand on retrouve des corps pour retrouver la différence entre un homme et une femme, on va regarder le bassin. D'accord? Et ensuite, vous allez avoir sa diaphyse et donc, on lui décrit 3 faces. Est-ce que vous les savez? Vas-y, va. Une face intérieure, Ouais, une face postéro-latérale, une face postéro-médiale. exactement. Bien joué. Donc, vous allez avoir la face antérieure qu'on va retrouver ici. Ok. Et ensuite, vous avez postéro-latéral, postéro-médial. Ok? C'est important à savoir. Ensuite, donc l'extrémité proximale du fémur, ça va comporter une. On en a parlé tout à l'heure, c'est une. Non. Oui, enfin oui, c'est le terme technique, mais on va parler de tête fémorale, d'accord, sur l'extrémité proximale, qui va être recouverte exactement de cartilage hyalin pour pouvoir ensuite s'articuler avec l'os coxal. Et ensuite, où est-ce que quand la fémur s'articule avec l'os coxal, ça sera pour s'articuler avec, on l'a vu tout à l'heure, l'acétabulum, d'accord? Ou l'acétabulum. Ouais, l'acétabulum, tout le monde dit l'acétabulum. Ensuite, l'extrémité proximale, elle représente les Un tiers d'une sphère. 2 tiers d'une sphère. Mais de combien de rayons? 25 mm, exactement. D'accord? C'est 2 tiers, parce que si tu regardes le schéma par rapport à l'humérus, tu vois que ça fait quand même plus une sphère que l'humérus. L'humérus c'est plus une bosse, c'est pour ça qu'on dit que c'est un tiers d'une sphère. Bon, c'est pas complètement une sphère, alors que le fémur c'est quand même bien sphérique. Et ensuite, vous avez l'essentiel de la vascularisation de la tête, donc la tête du fémur, les 4/5e, c'est surtout dépendant des artères qui sont à la destinée cervicale, mais cervicale de la tête du fémur. Ok? C'est que cette tête, il faut la nourrir parce que si vous avez une rupture des artères nourricières de votre tête du fémur, votre tête du fémur, elle est plus nourrie. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une nécrose. Et s'il y a une nécrose, c'est-à-dire que vous allez perdre la tête du fémur, et si vous perdez ça, vous n'avez plus de jambes. C'est foutu. Vraiment, on met une prothèse. Oui, mais bon. Bonne chance pour la prothèse. Ensuite, on continue. Donc, on continue aussi sur l'extrémité proximale. Ça va comporter, en dehors du col et dans le prolongement de la diaphyse, on parle du grand trochanteur, d'accord. Et ensuite, qui est un petit peu plus en arrière sur le bord médial du fémur, on parle de le petit trochanteur. Exactement. L'extrémité proximale du fémur, enfin le petit trochanteur, il a une forme de quoi, si vous savez? Pyramide, exactement. Et il a je ne sais pas si vous le savez, mais il va avoir une CI apophysaire qui sera reliée à la tête par un col cylindrique. D'accord? Retenez surtout que le grand trochanteur, il va avoir un prolongement de la diaphyse, c'est comme une sorte d'excroissance, d'accord? Mais toujours dans le prolongement, alors que vraiment, le petit trochanteur, c'est quelque chose qui va dépasser et qui est toujours bien relié avec un col cylindrique. Ok? Et surtout que le grand trochanteur, il est devant, le petit, il est derrière. Ok? Et ensuite, entre le grand trochanteur et le petit trochanteur, en avant, on va retrouver la ligne intertrochantrique, alors qu'en postérieur, on va retrouver la crête intertrochantrique. Ligne en avant, crête en arrière. Ok? C'est vraiment, vous vous dites que c'est du petit détail, mais c'est très important à savoir parce que ça peut tomber. Ensuite, le col du fémur, il a un angle d'inclinaison de 130 degrés avec le fémur.
d'intervention ou de déclinaison, ça sera un angle de 15 degrés, exactement. Au niveau de votre fémur, vous avez 2 points de faiblesse à la base du col, d'accord? Et ça sera aussi là, vous allez avoir des fractures, souvent c'est chez les personnes âgées. Par exemple, vous pouvez avoir des personnes âgées qui viennent aux urgences pour dire qu'ils viennent parce qu'elles se sont cassées le col du fémur. Ok? C'est comme quand on parlait tout à l'heure du col du lumérus, ça peut être une chute, d'accord? C'est vraiment une fracture et ça augmente chez les personnes âgées. D'accord? Et ensuite, on parlait donc de la vascularisation du col par l'artère nourricière, on en a parlé juste avant. Donc c'est bon. Ensuite, on va parler du genou. C'est quel type d'articulation le genou, si vous savez? Ok. Et c'est quoi l'articulation du genou? On parle de on parle de quoi? Alors, quoi? Non, le nom au niveau du fémur qui pourra s'articuler pour former l'articulation du genou. Non, ça sera la trochlée. Ça sera les deux joues de la trochlée du fémur qui vont participer à la formation de l'articulation du genou. D'accord? Donc la trochlée à la face antérieure, elle est prolongée par les condyles. On parlait donc des 2 condyles qui sont avec une joue latérale qui va être beaucoup plus saillante, d'accord, plus importante. Et ensuite, c'est que la butée, en fait, le but c'est d'empêcher une luxation latérale de la patella. C'est que le but c'est de pas pousser, vu qu'elle est plus saillante, c'est pour éviter que la patella bouge. Ok. Et ensuite, dans la fosse intercondylienne, vous allez trouver les ligaments croisés. D'accord? Pour ceux qui ont fait du basket. Et ensuite, la patella, c'est un os et ça va faire partie d'un appareil ligamentaire puissant. D'accord? C'est-à-dire que sur la partie antérieure de votre patella, vous allez avoir des ligaments qui vont passer, de nombreux ligaments. Et seul l'apex, donc la pointe de votre patella, c'est la petite partie qui dépasse, qui est extra-articulaire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas participer dans l'articulation et qu'elle n'est pas un capsule articulaire. Vous n'allez pas avoir les ligaments qui vont passer par-dessus. Ok? C'est clair? Ou vous pouvez que je revienne dessus? Du coup, la condyle, c'est pas articulaire, c'est ça? Ah non, c'est articulaire. C'est articulaire. Enfin, oui, ça va être dans ton articulation. Ça sera le prolongement de ta trochlée. Ok? Ensuite, donc la jambe, elle va être composée du tibia qui est entre le fémur et le talus et qui va avoir un angle de 175 degrés ouvert en dehors, d'accord? C'est ce qu'on appelle un valgus physiologique, d'accord? Et ensuite, si vous avez un angle qui est diminué, donc ça va devenir un angle aigu, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça sera inverse. Ça sera un valgum, d'accord? Alors que si vous avez une augmentation de votre angle, ça sera un varum, exactement. Il y a un moyen technique, encore une fois, bon, il est un peu foireux pareil, mais valgum, c'est comme du chewing-gum, Ouais, c'est comme si vous en aviez un entre les genoux. ouais. C'est comme ça, quoi. Alors que le varum, Ouais, c'est exactement ça, sauf que moi, en forme d'explication pour le valgum, c'est que si vous avez des jambes en chewing-gum, bah vous n'arrivez pas à vous tenir droit. Enfin, genre, ça sera tout mou, tout tremblant, d'accord? Ok. C'est clair? Donc, pensez bien que au niveau de vos jambes, les jambes, au niveau des cuisses, viennent comme ça, parce que pour compenser la largeur du bassin, et ensuite, vous allez avoir vos tibias et vos fibulas qui vont essayer de repartir droit pour aller directement au sol. Ok? Ensuite, on va avoir donc le tibia. Donc, il a une face antéromédiale qui n'est pas très bien vascularisée, car il n'y a pas beaucoup de muscles. En fait, la face antéromédiale de votre tibia, elle est sous-cutanée. Si vous passez votre main sur la face médiale de votre tibia, vous allez le sentir. D'accord? Vraiment, c'est comme la scapula. Si vous passez votre main, vous sentez votre os. D'accord? Le tibia, sur sa face supérieure, on va retrouver le plateau tibial avec deux surfaces qu'on appelle les deux surfaces
Vous l'avez pas? C'est pas grave. C'est les deux surfaces glénoïdales, d'accord? Et qui sont séparées par une aire intercondylienne. D'accord? C'est parce qu'on se souvient, le fémur, vu qu'il s'articule avec la trochée et les condyles au niveau du tibia, c'est pour accueillir les condyles. Ok? Donc, on récupère les deux condyles à l'intérieur, entre les deux surfaces glénoïdales, on a une aire intercondylienne entre vos deux condyles. On la voit hyper bien sur la radio. Ouais. C'est les deux pics qui remontent entre les deux. En fait, c'est comme s'il y avait une petite crête. Enfin, moi, je me l'étais imaginé quand l'année dernière. C'est que c'est comme si j'avais deux petites vallées et au milieu, j'ai une chaîne de montagnes qui me sépare les deux. Et ensuite, vous allez avoir la tubérosité tibiale et ça sera l'insertion du ligament patellaire. D'accord? Donc, du ligament au niveau de la patella. Et ensuite, sur la face postérieure, c'est le plafond de la mortaise tibiofibulaire. Ok? Ça sera derrière et c'est surtout tibiofibulaire. Attends, la mortaise. On va regarder la définition de mortaise. Ouais, c'est pour ça je l'ai plus. C'est la fibula avec le tibia, elle enveloppe le tarse comme une. Une mortaise, c'est une entaille pratiquée dans une pièce de bois ou de métal pour former un assemblage. Voilà. En gros, c'est pour avoir ton assemblage entre ton tibia et ta fibula. D'accord? C'est clair? Ok. Et ensuite, donc, vous avez la réponse ici. Et après, la fibula, elle se trouve où, là, votre fibula dans votre jambe? Elle est en. Alors, oui, mais avant d'être en dehors, elle est surtout où? Elle est en arrière, d'accord? Elle se trouve derrière le tibia, d'accord? Et en dehors du tibia. Retenez votre tibia en avant, votre fibula en arrière et en dehors. D'accord? Votre fibula, elle ne va pas atteindre le plateau tibial et donc elle ne participe pas à l'articulation du genou. C'est quoi les trois os qui participent à l'articulation du genou? Fémur, ouais. Ouais. Exactement. C'est les trois. La fibula ne participe pas, d'accord? Ça peut être un piège qui peut tomber souvent. La fibula ne participe jamais. Et ensuite, le col proximal est en contact avec le nerf fibulaire commun. Exactement. Ça peut être c'est exemple, si vous avez une fracture de la fibula, vous pouvez carrément perdre la sensibilité ou la sensitivité ou la motricité au niveau du bout de la jambe, d'accord? Donc, il faut faire attention lorsque vous avez des fractures. Et la ligne des malléoles fibulaires, elle sera oblique en bas et en dehors. Ok? Ensuite, le pied. Donc, bon, ça sera donc le tarse, il est formé de 7 os. La main 8, le pied 7. Ok? Le tarse antérieur, ça va correspondre au. Vas-y. Talus et calcaneus. Et ensuite, vous avez le tarse postérieur, ça sera formé de l'os naviculaire, les trois cunéiformes et le cuboïde. D'accord? Les trois cunéiformes, ils sont dedans et le cuboïde, il est en dehors. Okay. Entre votre tarse antérieur et postérieur, vous avez une articulation qu'on va appeler l'articulation de. Non, Chopard. C'est pas mal. Putain, c'est un bon putain, ça je vais le faire. Ensuite. Quoi? Ensuite, le talus, il va porter la charge du corps parce que c'est au niveau de votre talus où votre tibia va s'appuyer. Talus, ça va être sur la partie. En fait, vous avez votre talus où le tibia s'articule et ensuite vous avez le calcaneus qui est l'os du talon, d'accord? Où le talus repose dessus. Ok? Ensuite, dans le plan sagittal, votre talus, il a un angle d'inclinaison de 115 degrés, exactement. Et il peut être augmenté dans les pieds plats et il y aura donc un angle de déclinaison de 150 degrés. Retenez surtout les 115 degrés, c'est ça le plus important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le calcaneus, c'est l'os du talon et
le calcaneus ne repose que sur le sol que par la tuberosité postérieure. En fait, il faut que vous imaginiez que vous allez avoir donc, votre tibia qui tombe comme ça, le talus qui sera ici, et en fait, votre calcaneus, il est demi-fléché comme ça. Enfin, il est un peu arrondi, et donc, vous n'avez que la partie postérieure qui s'appuie, alors que l'antérieure, elle, sera assemblée avec les autres os. Si vous regardez un peu votre pied, vous voyez que vous appuyez que sur la partie arrière de votre talon. D'accord? Pas tout, pas complètement tout. Ensuite, donc l'arche du pied. Donc, l'arche du pied, elle sera latérale, ce qui va correspondre à l'apophyse du calcaneus au 5e métatarsien. Est-ce que c'est clair? Ouais. Je perds personne. Et ensuite, vous avez donc l'arche du pied qui est antérieure, c'est entre le 5e et le premier et le 5e métatarsien. Et médial, ça sera entre les trois cunéiformes, le naviculaire et le premier métatarse. En fait, moi, je pense c'est comme comme avec la scapula, ça forme un triangle. Vous avez 3 bords et 3 points. Latéralement, ça sera l'apophyse du calcaneus au 5e métatarsien. D'accord? Donc, ça sera ce côté-là, genre c'est sur le côté extérieur de votre pied. Quand c'est antérieur, ça passe par les 5 métatarses. D'accord? Donc c'est devant. C'est comme si on vous coupait les 5 doigts du pied. Et ensuite, quand c'est médial, ça sera sur le côté médial entre donc, le premier métatarsien et donc le naviculaire et les 3 cunéiformes. Ok? Et surtout, moyen mémotechnique pour retenir. Du côté médial, vous avez le naviculaire. D'accord? Et moi, je me suis dit, naviculaire, ça fait penser à navire. Et quand vous avez les 3 cunéiformes, je me disais que c'était 3 personnes qui prenaient le bateau. Donc, côté médial. Et l'autre côté, vous aurez le cuboïde. Ça marche? Ensuite, donc là vous avez la réponse. Et après, donc, le métatarse, il est composé de combien d'os longs? 5 parce que vous avez 5 métatarsiens. D'accord? Et entre ces 5 métatarsiens, vous avez combien d'espaces interosseux? 4. Exactement. Par exemple, je prends mes 5 doigts, entre mes 5 doigts, j'ai 4 espaces. Ok? C'est pareil pour une doigt de pied. Ensuite, donc, dans l'ordre, ça sera toujours tarse, métatarse, phalange. Ok? Le tarse, c'est là où vous allez avoir l'apport de votre tibia et sur votre talus et calcaneus. Les métatarses, ils vont partir des cunéiformes et cuboïdes, et ensuite vous aurez les phalanges, comme pour les doigts. C'est la même organisation. Dites-vous que dans votre corps, on réussit toujours un peu les mêmes principes. D'accord? Il y a une logique. D'accord? Et ensuite, le tarse, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 7 os, et entre les deux articulations, il va y avoir l'articulation de Chopard. Ok? Et ensuite, pour que le tout soit solidement fixé, ça sera des ligaments puissants. Ok? Tous les ligaments permettent de maintenir le pied ensemble. Et ensuite, je crois qu'on a fini. Voilà. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Même dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, on a fini. Et même pas forcément sur le cours, hein, sur le C'est quand le prochain FASTAM pour les LAS 1? Mercredi prochain. Mercredi prochain, c'est médicaments. Oui. Médicaments. Comment je fais pour arrêter la vidéo, Camille? Ok, ça marche. Question sur l'articulation de Chopard et l'articule quel os? En fait, l'articulation de Chopard, ça sera entre ton tarse antérieur, donc ça sera. Attends, tu peux encore monter. tous les cuboïdes, pas le cuboïde, tous les cunéiformes. En fait, ça sera cuboïde, naviculaire et tes 3 cunéiformes, et ton tarse postérieur où ça sera le calcaneus et le talus. D'accord? Donc, tarse postérieur, calcaneus, talus, donc vraiment au niveau de ton talon, et ensuite tarse antérieur, ça sera
le reste de tes os du tarse. Donc tu en as 5 tarses antérieurs, 2 tarses postérieurs. Voilà. C'est là. Et ensuite. Non, je crois que c'est bon. Le prochain est.